Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un succès sans précédent. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA sur le marché obligataire international. L'émission Eurobond a permis au pays de tester auprès des bailleurs de fonds la qualité de sa signature. Et les conditions d'obtention de ce prêt sont éloquentes sur la question. Et bien évidemment, cela fait l'actualité. Eurobond, qu'est-ce que c'est? Quels en sont les avantages? À quelles conditions participe-t-on au marché? Comment capter le meilleur? Autant d'interrogations auxquelles tente de répondre cet élément de Abouaka Cheikh Kone. Les eurobonds ou encore euro-obligations sont des titres qui permettent aux gouvernements du monde de s'endetter sur les marchés internationaux. Un exemple. Un gouvernement a besoin de 600 milliards de francs CFA pour financer son budget. Ce montant est divisé en plusieurs titres pour constituer une série d'eurobonds achetés par différents investisseurs. Ces investisseurs soumettent à condition leur accord de prêt. Ces conditions sont liées entre autres à la solidité économique et aux performances économiques du pays, la maturité de la dette et au coupon attaché à cet eurobond, c'est-à-dire l'intérêt généré par la créance. Généralement, sur le marché des eurobonds, le taux d'intérêt dépend de la santé économique du pays emprunteur et en particulier au niveau de sa dette. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire vient encore une fois de réussir avec brio une levée de fonds avec un taux de 5% portant sur 1 milliard d'euros contre un taux d'intérêt probable de 30% sur un montant de 1,2 milliard de dollars que souhaite lever la Zambie sur le même marché. La raison est toute simple. Ce pays d'Afrique australe aurait vu sa signature dégradée en raison de plusieurs agrégats macroéconomiques au rouge. En outre, il faut préciser que dans le cadre des eurobonds et parfois pour les dettes obligataires, plus la durée du prêt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé, car il est considéré plus risqué pour un investisseur de prêter à l'État sur de longues périodes. Contrairement à ce que leur nom laisse entendre, les eurobonds ne sont pas nécessairement libellés en euros. Ils ont été créés en réaction à un impôt mis en place en 1963 aux États-Unis sur les intérêts reçus sur des obligations d'État ou d'entreprises étrangères. Pour la petite histoire, c'est une entreprise italienne gérante des autoroutes du pays, Autostrat, qui a émis la première série d'eurobonds en 1963 au Luxembourg. En Afrique subsaharienne, le premier eurobond a été émis en 2007 par le Ghana. Le pays a levé 375 milliards de francs CFA à un taux de 8,5% sur une maturité de 30 ans. Ça fait l'actualité reçoit ce soir le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, artisan de cette opération d'eurobond dont nous allons parler. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. La Côte d'Ivoire est encore allée sur le marché international. 1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA. Vous jugez que la moisson est bonne, monsieur le ministre? Oui, la moisson est bonne, la moisson est très bonne. Parce que, comme vous le savez, nous avons lancé cette opération au début de cette semaine, plus précisément le 23 novembre. Nous avons procédé donc au lancement de l'opération. À la suite du lancement, nous avons eu des conférences téléphoniques avec plusieurs investisseurs. Et le montant que vous avez indiqué, effectivement, c'est celui-là qui a été retenu sur la base d'un carnet de commandes qui était beaucoup plus élevé, mais nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous n'avez pas eu à pratiquer le roadshow comme cela se fait de manière traditionnelle, monsieur le ministre? Non, nous n'avons pas pu le faire, vous connaissez la raison. Avec la Covid, il n'est pas possible de faire le roadshow, d'aller de capitale en capitale comme nous le faisions par le passé. Mais en lieu et place, nous avons eu des conférences téléphoniques avec les investisseurs, notamment ceux qui sont basés à Londres et ceux qui sont également aux États-Unis. Au total, une quarantaine. Et en plus de cela, nous avons donc diffusé les documents relatifs donc à cette émission assez largement à tous les investisseurs. C'est pour cela que nous avons eu, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une bonne commande qui va au-delà de ce que nous escomptions et avec des conditions de financement qui sont les plus favorables possibles. Effectivement, les intentions des bailleurs de fonds sont allées au-delà de vos espérances. Elles se chiffraient à combien, ces intentions des bailleurs de fonds? Oui, tout à fait. Je dois vous dire que nous avions envisagé de lever 1 milliard d'euros.
Et le bon de commande que nous avons reçu au total, si on peut parler ainsi, s'élevait à plus de 5 milliards, plus exactement 5 milliards 100 millions d'euros. 5 fois ce que vous espériez. 5 fois ce que nous espérions. C'était très important parce que cela permet de peser un peu sur les conditions, sur les taux à la baisse. Alors, qui sont les investisseurs, ceux qui ont placé leur confiance en la Côte d'Ivoire? Mais ces investisseurs-là viennent de partout, mais plus précisément d'Europe et des États-Unis. Mais comme je vous l'ai dit, le roadshow n'a pas pu se faire, mais les conférences téléphoniques ont pu en fait toucher une quarantaine d'investisseurs un peu partout, notamment en Europe, aux États-Unis. Mais avec la diffusion des documents de l'émission, nous avons pu toucher un plus grand nombre possible d'investisseurs. Et je vous l'ai dit également, nous avons 211 investisseurs qui ont marqué un intérêt très ferme pour l'émission obligataire qui a été émise donc au début de cette semaine. Voilà, vous êtes parti avec une intention d'obtenir 1 milliard. Vous avez eu des ordres de l'ordre de 5 milliards. Vous avez pris 1 milliard. On se demande, monsieur tout le monde, pourquoi, alors que les besoins sont importants, vous n'avez pas pris un peu plus que ce que vous demandiez? Oui, les besoins sont importants parce que nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire sous l'égide donc de son Excellence Monsieur le Président de la République en train de travailler sur des priorités importantes, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de l'électricité. Ce sont des chantiers assez importants qui nécessitent des ressources. Mais comme vous le savez également, nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international et donc la taille de cette opération a été calibrée en tenant compte justement des contraintes liées à cet engagement que nous avons avec le Fonds monétaire international. Donc 1 milliard d'euros, une partie donc pour faire de rachat, ce qu'on appelle gestion de passifs. Là, vous êtes en train de parler de l'utilisation des fonds. L'utilisation des fonds. Maintenant, il y a une partie qui va être utilisée pour donc, faire de la gestion de passifs, racheter des échéances, des obligations qui sont sur le marché, et une autre partie pour financer le besoin résiduel du budget pour 2020. Et ça s'élève à combien, ce besoin résiduel? Il a été calibré à 150 milliards. Je dois dire que ça sort des discussions que nous avons eues lors de la dernière revue du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Tous les besoins de financement ont été satisfaits. Il y a un besoin résiduel donc, de 150 milliards, ce qui a été levé dans le cadre de cette opération de rebond. Et c'est la tradition, lorsque vous allez sur un marché, vous empruntez, il y a une facture que vous payez, il y a un taux d'intérêt. À quel taux vous avez obtenu ce prêt? Bon, écoutez, le coût de financement que nous avons obtenu, il est de 5, c'est le rendement, c'est le taux de rendement, il est de 5%. Mais à cela, il faut peut-être ajouter le fait que nous avons eu un taux de coupon à 4,875%. Alors ce taux de coupon, c'est celui-là qui va servir à calculer la charge d'intérêt durant toute la période de remboursement du prêt. C'est une performance. Quels sont les atouts, sur quoi vous êtes appuyé pour obtenir ces faveurs du marché à l'international? Ben, écoutez, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui crédible, attractif. Et cela est dû essentiellement à la gouvernance de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a fixé en fait des objectifs et qui a fait en sorte que sa vision puisse être donc exécutée par, disons, le gouvernement. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons. Nous pensons que le principal atout de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est, disons, le président lui-même avec son leadership. Au-delà de ça, il y a que nous avons une économie qui est solide. Une économie solide, une économie bien gérée, une dette qui est également bien gérée. Nous mettons en place des réformes macroéconomiques et des réformes sectorielles de grande ampleur, aussi bien dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'industrie, et dans le secteur minier, et ainsi de suite. Donc, dans tous les secteurs, il y a des réformes de grande ampleur qui sont menées, et ce sont des éléments qui contribuent à crédibiliser
à être attractif, à montrer effectivement aux investisseurs que nous sommes dans une bonne dynamique et que l'économie continuera d'être solide pour les prochaines années. Vous avez évoqué l'environnement macroéconomique, mais vous savez que les investisseurs sont très regardants aussi sur le climat des affaires et en la matière, la Côte d'Ivoire a vécu des moments d'incertitude sociopolitique. On aurait pu s'attendre à une timidité du marché. Oui, les résultats que nous avons obtenus avec cet eurobond montrent éloquemment que tout ce qui s'est passé peut être considéré comme, je ne dirais pas un épiphénomène, mais peut être considéré comme des choses qui n'ont pas atteint la crédibilité de la Côte d'Ivoire véritablement. Parce que les investisseurs, ce qu'ils regardent, ce n'est pas des éléments conjoncturels comme ça. Ce qu'ils regardent, c'est la capacité d'un pays à gérer son économie, c'est la capacité d'un pays à pouvoir gérer également les chocs exogènes et que ça peut être également des chocs endogènes. Quand un phénomène arrive, comment le gouvernement fait face à cela? C'est ça le plus important. Et nous avons démontré effectivement notre capacité à gérer l'économie et à effectivement gérer les chocs d'où qu'ils viennent. Quelle est la maturité de cet eurobond? C'est une maturité de 10 ans, 2 mois. 10 ans, 2 mois, c'est ce qui... Il y a une période de respiration souvent. Est-ce qu'il y a un différé à partir de quand? Oui, il y a un différé d'une année. Normalement, le premier paiement des intérêts va intervenir le 1er janvier 2022. Dans un peu plus d'1 an. Voilà, dans un an, oui. On va commencer à payer donc la charge d'intérêt à partir du 1er janvier 2022. Et il reste entendu que le capital va se rembourser sur une période de 3 ans à partir de 2030, 2031, 2032. D'accord. Cela fait combien de fois que la Côte d'Ivoire s'oriente ainsi sur le marché obligataire international? Écoutez, la Côte d'Ivoire représente sur le marché des obligations, le marché international de capitaux depuis 2014. Chaque année, nous faisons des émissions, à l'exception de l'année 2016, où nous n'avons pas eu le besoin de recourir au marché international des capitaux. Sinon, chaque année, nous allons sur le marché. Donc, les investisseurs connaissent la Côte d'Ivoire. Les investisseurs sont habitués, en fait, à la Côte d'Ivoire, puisque vous le savez, vous avez mentionné tout à l'heure les roadshows. À chaque émission, il y a effectivement des missions circulaires qui se font pour rencontrer les investisseurs, pour leur parler des réformes qui sont en cours, de leur parler effectivement de la manière dont l'économie est gérée, pour les rassurer sur la capacité du pays à rembourser en fait les emprunts qui seront faits. Et vous allez sur le marché international. Qu'en est-il du marché régional, la bourse régionale par exemple, des valeurs mobilières? Oui, nous sollicitons également le marché régional. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier animateur du marché régional. Et particulièrement cette année 2020, avec le phénomène de la Covid, vous savez que, pour parler de la Côte d'Ivoire, nous avons reçu en bon Covid 636 milliards de francs CFA d'émissions. Et ça a été souscrit entièrement par les banques de la place. Et donc, ça fait qu'il y a quand même une sollicitation assez forte par l'ensemble des pays de la sous-région, les 8 pays. Et donc, comme la Côte d'Ivoire a accès au marché national des capitaux, nous avons estimé qu'il était important pour nous, qui avions cet avantage-là par rapport à d'autres, de recourir à ce marché pour essayer justement d'avoir les meilleures conditions. Et nous avons raison, puisque vous avez vu les conditions que nous avons obtenues sur le marché international. Donc ça permet donc au marché régional de pouvoir satisfaire ceux des pays qui n'ont pas accès au marché international. Il avait été admis, Monsieur le ministre, que le pays, la Côte d'Ivoire, donc emprunte en francs CFA. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal que nous fassions des émissions en CFA, parce que ça permettra de régler définitivement, disons, la question du risque de change. Donc c'est un objectif que nous avons toujours à l'esprit et nous y travaillons. Mais pour l'instant, il y a des contraintes d'ordre technique et réglementaire qu'il faudra régler. Il faut bien préparer, disons, l'opération de manière à ce qu'une fois que l'opération est lancée, qu'on puisse effectivement en tirer les avantages escomptés. S'endetter pose toujours la problématique de la soutenabilité de la dette. Donc la question de l'endettement, que répondez-vous à ce sujet concernant la Côte d'Ivoire? Écoutez, l'endettement, c'est un phénomène normal.
tout pays s'endette pour pouvoir donc financer ses priorités de développement. Le débat sur l'endettement amène justement à la question de savoir, on emprunte pour faire quoi? On emprunte pour financer, disons, des opérations qui, à terme, peuvent avoir un impact sur, disons, la croissance économique. Parce que quand on emprunte et qu'on investit dans des secteurs productifs, ces secteurs seront de nature à faire en sorte que la croissance puisse se maintenir. Et donc, la croissance avec la création de richesses permettra donc de rembourser sans difficulté. Donc, la problématique de la soutenabilité, elle se pose à ce niveau-là. Comment on emprunte? Quel est le niveau optimal d'emprunt? Vous savez, il y a des ratios, des normes qui existent pour pouvoir apprécier en fait la question de l'endettement. Et est-ce que nous sommes en situation de surendettement? Est-ce que nous avons une dette qui est viable? Donc ce sont des ratios qui nous permettent d'analyser ça. Et ces ratios permettent également de faire des comparaisons de pays en pays. Le premier ratio, c'est le ratio d'endettement. C'est l'encours de la dette qui est rapporté en fait au PIB. Ce ratio, pour la Côte d'Ivoire, à fin 2019, il était de 38,8%. Moins de 40%. Moins de 40% à fin 2019. Ce ratio respecte-t-il les normes communautaires? Mais bien sûr, les normes communautaires, c'est 70%. 70%, nous sommes à 38,8%. Nous sommes bien en deçà de cette norme-là. Il faut comparer ça, disons, au ratio d'autres pays, comme le Sénégal, le Ghana, le Kenya, qui ont des ratios d'endettement qui sont au-delà de 60%. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, d'une manière générale, on tourne autour de 56% de taux d'endettement. Mais je dois indiquer également que nous procédons au niveau de la Côte d'Ivoire à ce qu'on appelle des analyses de viabilité de la dette. Et ça se fait de façon régulière pour nous permettre de nous assurer effectivement que notre dette est viable à long terme et que ça ne va pas compromettre en fait notre capacité à pouvoir... Vous êtes en train de dire que vous avez suffisamment les moyens de rembourser la dette sans compromettre le développement? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. J'ai indiqué tout à l'heure que si la croissance telle qu'elle est engagée actuellement, si elle se poursuit, elle va générer des ressources et ces ressources permettront de rembourser la dette sans aucun problème. L'année de viabilité, elle se fait sur une longue période, sur 20 ans. Donc quand on fait l'analyse, on voit effectivement que notre dette est viable sur le long terme sans difficulté. Donc, quel est le niveau de cette dette-là en valeur aujourd'hui? Nous avons une dette aujourd'hui de 13 300 milliards de francs CFA qui se décompose en dette privée, dette extérieure et dette intérieure. La dette extérieure fait à peu près 8 867 milliards de francs CFA. Il y a les bailleurs de fonds institutionnels. Voilà, ça c'est la dette extérieure. Voilà. Et maintenant la dette intérieure, elle s'élève à 8 832 milliards de francs CFA. Et ce que vous payez par an, le service de la dette, comme l'appellent les spécialistes? Le service de la dette, vous savez, c'est la somme en fait du capital et des intérêts, tel que comptabilisé en fait dans le budget national. Et nous sommes à 1900 milliards. Ce service-là au niveau de la Côte d'Ivoire, 1700 milliards pour 2020. Ça représente 10 à 11% en fait des recettes. Donc c'est pas énorme. D'accord. Vous êtes en train de rassurer ainsi la population que, parce qu'on a connu le phénomène de l'initiative PPTE il y a quelques années, est-ce qu'il n'y a pas de risque de retomber dans cet environnement-là? Non, je puis vous assurer que ce ne peut pas se faire sous la gouvernance de M. Alassane Ouattara, président de la République. Vous savez qu'il attache du prix à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Il attache du prix à la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut situer également les choses dans leur contexte. En 2011, il y a eu des difficultés, il y a eu des arriérés à ce niveau-là. C'était essentiellement dû au fait que nous sortions d'une crise post-électorale qui a fait effectivement que les ressources du pays étaient asséchées. Donc dès lors que ça a été fait depuis 2011, il n'y a plus d'arriérés de paiement extérieur. Depuis 2011.
Donc nous continuons dans cette perspective-là. Il n'y aura aucun problème en matière donc, de paiement de la dette. Alors, est-ce que vous êtes prêt à repartir encore sur le marché international? Quel est le calendrier en la matière? Le calendrier, c'est que nous avons eu, disons, cette semaine, une bonne opération, une belle opération, avec des conditions que nous avons rappelées tout à l'heure. C'est vraiment inédit. C'est vraiment inédit, les conditions que nous avons obtenues. 5% du taux de rendement, c'est vraiment exceptionnel. Aucun pays au niveau de l'Afrique subsaharienne n'a obtenu un tel taux. Nous sommes les premiers à avoir ce taux. Ce qui démontre. C'est un gage de confiance? C'est un gage de confiance. Un gage de confiance au président de la République, un gage de confiance à la gestion qui est mise en œuvre sous sa gouverne. Donc moi, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que nous allons repartir? Certainement, puisque vous avez vu que les conditions sont très bonnes. Aller avoir un coût de financement de 5% à l'international, ça nous encourage effectivement à aller plutôt solliciter ce marché-là plutôt que d'avoir des taux beaucoup plus élevés sur d'autres guichets. Nous ne saurions vous avoir sur ce plateau sans parler de croissance. Quelle est l'estimation de la croissance économique en 2020? Nous sortons d'une mission de revue avec le Fonds monétaire international. Cette mission de revue a été achevée début octobre et les évaluations ont été faites. Nous aurons un taux de croissance à fin 2020 de 1,8%. 1,8%, c'est ce qui est prévu pour cette année 2020. Et tenant compte justement de l'impact de la Covid. C'est quand même en dessous de ce qui avait été estimé en mars dernier. Ah oui, en mars dernier, effectivement, quand Feu Amadou Coulibaly, Premier ministre, présentait le programme économique, le programme de soutien économique à la population, effectivement, on avait escompté un taux de 3%. Mais ce taux de 3% était basé sur l'hypothèse que, disons, la Covid serait vaincue dès juin 2020. Mais force est de constater que le phénomène continue, la Covid continue. Chez certains de nos partenaires les plus importants, on parle de deuxième vague. Donc, c'est ce qui amène effectivement à cette situation. Je dois vous dire également qu'avoir 1,8% de taux de croissance, c'est parmi les plus élevés au niveau du monde parce que, comme vous le savez, il y a une récession au niveau mondial. Au niveau mondial, la récession sera de 4,4%. Au niveau de l'Afrique, c'est 3%. Au niveau de l'espace ouest africain, ici, c'est 0,3%. Donc, si dans ce contexte-là, la Côte d'Ivoire ressort avec un taux de 1,8%, je crois que c'est dû à la résilience de notre économie, à notre capacité de réponse par rapport justement à la lutte contre la Covid. Est-ce que le pire aurait pu arriver, ce que j'appelle le pire, avoir une croissance négative? Ah oui, puisque la récession, c'est ça, au niveau mondial. C'est ça également au niveau africain, c'est moins 3%, et donc c'est une décroissance, c'est un taux de croissance négatif. Toutefois, certains économistes estiment que la pandémie à coronavirus ne devait pas avoir autant d'impact sur les économies subsahariennes, qui sont des économies extraverties, qui sont basées sur l'exportation de matières premières à l'extérieur. Oui, ce qui a été constaté effectivement, c'est que la nature des activités au niveau des pays africains, basée essentiellement, comme vous l'avez indiqué, sur les matières premières, quoique au niveau de la Côte d'Ivoire, on a une économie quand même qui est relativement diversifiée, comparativement aux autres pays. Mais effectivement, la Covid n'a pas impacté véritablement les exportations des pays africains vers l'Europe, vers les États-Unis, en lien justement avec la Covid. Mais vous savez, l'Afrique a beaucoup mieux résisté que les autres régions du monde. Et cela est dû certainement aux mesures qui ont été prises très tôt par les pays africains, qui ont mis en place des plans de riposte sanitaire, mais également des plans de soutien économique et également des plans qui soutiennent les populations. À cela, il faut peut-être ajouter le fait que l'Afrique, c'est l'Afrique. Nous avons été habitués certainement à lutter
contre des phénomènes semblables. Je dois vous rappeler que beaucoup de pays africains ont été touchés par le phénomène de l'Ebola. Et donc, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place justement pour lutter contre ce genre de phénomène. Tout ça permet de montrer que nous avons pu résister mieux. Et à cela, il faut ajouter également la jeunesse de la population. C'est ce que tout le monde dit. La africaine est la plus jeune au monde. Donc, quand on est jeune, on résiste mieux. Dernière question, Monsieur le ministre Adama Coulibaly, les prévisions de croissance pour 2021. Oui, en 2021, nous escomptons un taux de croissance de 6,5% en 2021. C'est un rebond économique qui va se mettre en place. Et avec, disons, la fin de la Covid, et même si la Covid devait perdurer, elle est maîtrisée d'une certaine façon. Et puis avec prochainement, dans quelques mois, probablement le vaccin, en espérant que ce vaccin sera disponible pour tout le monde. Mais je puis vous assurer qu'en 2021, nous aurons un taux de croissance de 6,5%. C'est un taux très optimiste. C'est un taux parmi les plus élevés au monde. C'est un taux parmi les plus élevés au monde. Et ce n'est pas seulement ça, je dis au moins, on pourra aller au-delà de 6,5%. Parce que nous escomptons sur la période 2021-2025 des taux qui pourraient atteindre les 8%. Enfin, c'est l'ambition que nous avons de faire en sorte de faire des réformes nécessaires, créer les conditions nécessaires pour avoir un taux de croissance ou bien des taux de croissance parmi les plus élevés au monde comme c'est là actuellement. Vous savez, 6,5% de taux de croissance, 7%, ce n'est pas rien. C'est parmi, j'insiste là-dessus, parmi les taux les plus élevés au monde. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission consacrée à la dernière opération de la Côte d'Ivoire sur le marché international qui lui a permis de récolter 656 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, était sur ce plateau pour en donner le contexte et les enjeux. Restez sur la chaîne qui rassemble et à bientôt.